fais du basket pour gagner. Enfin, je fais pas du basket pour faire des stats. Et les Knicks, ça c'est vraiment ce qu'ils font. Players can carry teams during championship runs. Kemba Walker, step back, Walker, Cardi, Kemba does it again. Ah, ce serait un kiff de jouer pour les Knicks, mais bon. J'ai envie de marquer les esprits avec l'équipe de France. Théo Madison, c'est ma salle préférée, était à New York, c'est ma ville préférée aux États-Unis. Et parce qu'il ne faut jamais perdre espoir, Habits des Knicks, bonjour ou bonsoir. C'est avec un énorme plaisir qu'on vous retrouve pour ce volet numéro 15 de The Knicks épisode. Avec aujourd'hui nos habitués. Salut Joanie. Salut. Salut Juju. Salut les gars. Messieurs, un plaisir de vous avoir de nouveau. On s'était laissé sur une campagne des Knicks en play-off qu'on n'avait pas vécue depuis 2012-2013. Donc voilà, une saison qui aura marqué un petit tournant dans notre histoire. Depuis, on aimerait bien traiter ensemble des sujets entre le mois de juin, là où on a laissé notre équipe. Et aujourd'hui, c'est passé pas mal de choses, messieurs. Donc, oh oui. Oui, là, évidemment, faut qu'on en parle. L'été a été chargé, l'été a été dense. Effectivement, on va parler de la draft, on va parler de la Summer League, on va parler de la Free Agency et des mouvements qu'ont réalisé notre équipe. Et donc, messieurs, dans un premier temps, déjà, j'aimerais bien avoir votre avis sur les choix de draft qu'ont réalisé les Knicks. Alors, forcément, on n'avait pas des tours très, très hauts cette année, mais on a pu voir nos petits amis durant la Summer League. 25e choix, Quentin Grimes. Donc profil, on va dire arrière, plutôt combo. Du Miles McBride, 36e position. Et puis après, quelques mouvements qu'on a eu avec Jericho Sims. Messieurs, déjà dans un premier temps, comment avez-vous vécu ce petit moment de draft? Ah, la draft. C'est quoi qui veut prendre la parole en premier? Ah, je suis chaud là. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas eu sur le podcast. Et on a tellement de choses à raconter, je ne sais pas si ça va tenir en un format. On va essayer d'être condensé et tout, mais non, l'été a été chaud, l'été a été dense, mine de rien, parce qu'après une saison NBA au calendrier un peu chamboulé quand même, tout s'est un peu vite enchaîné, la draft, les Jeux Olympiques, tout ça, il y a eu beaucoup de choses. Donc oui, sur la draft, les Knicks n'étaient pas placés hyper haut, ils avaient pas mal de choix. Moi, j'étais pas chaud sur cette draft parce que je trouvais qu'on avait beaucoup de pics et on n'avait pas forcément ce besoin absolu de rajeunir l'effectif et tout, au contraire plutôt de récupérer des joueurs avec un peu d'expérience. Mais je trouve que les Knicks le front office s'en est plutôt bien sorti. Alors ils nous ont encore fait les coups de passe-passe le soir de la draft, j'avoue qu'on n'a rien compris. On était attendu à certains pics, on avait le pic 19 à la base, le pic 21, et puis ça a tradé les pics dans tous les sens encore, enfin dans tous les sens, surtout à la baisse. Donc ça y est, dès le début, les observateurs ont dit « Mais qu'est-ce qu'ils font les Knicks? Ils font n'importe quoi. Et vas-y que c'est du Knicks bashing qu'on te ressort vite fait. » Bon, de toute façon, ils avaient des vues sur certains joueurs qui sont partis un peu plus tôt. Il y avait Chris Duhart, je crois, qui est parti au niveau des Pacers dans le top 13, je crois. Donc en gros, ils avaient ciblé certains joueurs. Ils n'ont pas pu trade up. Donc du coup, ils ont plutôt fait l'inverse, ils ont trade down. Ils ont récupéré des joueurs qui n'ont pas des profils de starter. C'est pas des game changers, c'est pas des franchise players qu'on a, mais plutôt des joueurs de rotation, solides, à différents postes. On a de l'arrière, on a de l'intérieur. Et puis on verra bien, mais non, c'est pas forcément les noms qui étaient les plus attendus, les plus annoncés, mais quand on regarde a posteriori les CV des joueurs, quand on regarde a posteriori la Summer League, c'est quand même des joueurs qui ont des qualités basket. Donc tous n'auront pas beaucoup de temps de jeu, je pense surtout à Jericho Sims, là... 58e choix de draft, ça a plus vocation à finir en G-League qu'autre chose. Mais au rythme de la saison, des blessures des uns des autres, des problèmes de faute, que sais-je,
il y a peut-être moyen de grappiller des minutes. Donc, à voir. Et puis, finalement, on a gardé 4 picks de draft. Puis après, je vais vous laisser la parole quand même. Comme ça, moi, j'aurais fini mon analyse sur la draft. Mais on avait 4 picks de draft, mais on a drafté aussi... on a drafté un Lituanien, je crois. Rokas Jokubaitis. Voilà. J'espère que j'ai pas trop écorché son nom. Qui a été drafté finalement en 34e. Hein. C'est notre deuxième choix de la draft 2021. Avant Miles McBride. Qui a été drafté en 34e position. Voilà, il va rester en Europe encore un an, mais enfin au moins. Mais voilà, donc on a 4 picks de draft, on a récupéré quelques assets au passage, et finalement 3 joueurs qui vont essayer de trouver des places dans l'effectif, quoi. Ouais, et Juju, du coup, de toute façon, on va pas se mentir, c'était pas là où on attendait les Knicks. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Juju. Ouais, clairement. Après, moi perso, je vais pas faire le mec qui connaît. Les gars qu'on a draftés, je connaissais pas. Les 90% des gens, notamment en France, ne savaient même pas qui étaient ces deux gars. Les autres, je parle vraiment que des deux. Je vais me concentrer sur, comment il s'appelle, Grimes et l'autre. Et McBride. McBride. Je les ai vus à la Summer League. Ça a l'air d'être deux petits jeunes sympathiques. Il y en a un qui a l'air d'avoir un sacré jump du Thomas. Alors, et tu vois, je vais même pas te mentir, je les confonds tous les deux, tout le temps. Il n'y a pas une personnalité qui se dégage de l'un ou de l'autre. Je sais qu'il y en a un qui est plus meneur, l'autre qui est plus arrière au niveau du jeu. Mais après, physiquement, là, j'ai encore du mal à vraiment les différencier, tu vois. Alors, McBride est quand même plus petit. Hein. Il a annoncé 1,88, ça fait vraiment meneur de poche. Alors après, bon, 1,88... Ouais, si tu les vois vite fait, il n'y a pas une personnalité qui se dégage. Après, IQ, on ne le connaissait pas l'année dernière, on a été très agréablement surpris. Peut-être que dans les deux, il y a une bonne pioche. Ouais, je pense que... Comment il s'appelle, Grimes est peut-être plus limité que McBride techniquement. C'est plus un mec qui va apporter du jump, du Thomas. Ils ont fait une Summer League sympathique. Moi, sur la Summer League, je veux juste revenir sur un gars qui était plus en forme, c'est Topin. J'ai lu ici, là, il avait fait une très bonne Summer League. Après, je mettrai un petit bémol parce que bon, il joue quand même contre des minots. Il est quand même, lui, physiquement, largement au-dessus. On l'a vu, il est plus vieux. Donc après, par contre, de mentalité, il a l'air d'être très concerné. Et il a fait une série de playoffs correct par rapport à son temps de jeu. On a vu une Summer League très intéressante de sa part. Donc, est-ce que c'est toujours la même dynamique ou pas? Je l'espère. Et on a vu un Quickley qui a fait du chaud, du froid, qui a été capable de mettre des cartons, qui a aussi beaucoup croqué. Mais bon, je pense que IQ sera quand même un facteur X encore cette saison. Donc voilà, nous deux petits jeunes. Au vu de l'effectif qu'on a, on va en parler juste après. S'ils ont un peu de temps de jeu, s'ils peuvent prendre quelques minutes, tant mieux. Après, voilà, je pense pas qu'il y aura de game changer comme vous dites. Ouais, mais en fait, comme tu dis, Juju, moi, je vois pas là dans la draft qu'on a effectuée cette année des mecs qui viendront mettre des bâtons dans les roues de nos deuxièmes années, quoi. Donc quelque part, on est dans la continuité. Oui, la Summer League, c'est toujours difficile à juger. Tu sais, quand tu joues pas ton ballon là, en fait. Hein, donc après, on peut quand même, oui, comme tu disais, souligner ce qu'a réalisé Topin. Topin, il est quand même en 5 de la Summer League. Ça vaut ce que ça vaut, les gars. Mais en attendant, bah, ça prouve que le gars, il se met à l'endroit, quoi. À Vegas, il a bien joué. Il a bien joué parce qu'il a eu du temps de jeu aussi. Il a eu des ballons. Donc on a pu voir un Topin qui apporte ce qu'on aurait dû voir normalement l'année dernière. Mais dans l'utilisation en NBA ou en Summer League, c'est clairement pas la même chose, quoi. Donc il fait une bonne Summer League, mais il y a beaucoup de sophomores aussi qui font des bonnes Summer League, tout simplement, quoi, parce qu'il y a un écart de niveau. Les effectifs, c'est pas les effectifs finaux, rien. Après, c'est mieux qu'il fasse une bonne Summer League qui se chie dessus. Maintenant, les équipes sont un peu pétées dans la plupart des rosters. T'as des gars qui viennent juste pour faire la Summer League que tu revois nulle part, même pas en G-League. Donc bon, voilà. On peut pas non plus avoir un révélateur fou de la Summer League. Maintenant, comme je suis d'accord avec vous deux, hein, il y a ni un game changer, et comme tu dis Lolo, les gars ils vont prendre des petites minutes, ils vont pas faire chier, ils vont se mettre dans le roster tranquillement. Je pense qu'il y a une hiérarchie qui est déjà établie largement chez les Knicks. Il y a des gars les rookies de notre saison passée qui ont démontré des choses quand même. Donc eux, s'ils peuvent apporter, tant mieux. Si on a une révélation, franchement on va prendre. Mais voilà, cette année, c'était pas une année de draft pour les Knicks. Non. Et tant mieux entre guillemets, parce que ça veut dire qu'on sort d'une bonne saison. Et ça, faut prendre. Et puis voilà, c'est le lot de toutes les équipes. Après, c'est là aussi, on va voir si on a sorti des bons coups, comme on a fait avec Quickley et tout. Parce que il y a eu des bons coups réalisés sur des seconds tours de draft ou des fins de premier tour. Et c'est intéressant de voir ces petites pièces qui arrivent, notamment à la main, quoi que ce soit, peuvent être intéressantes dans le jeu. Je pense que voilà, le front office des Knicks a travaillé correctement depuis 2 ans. Donc j'espère que cette année encore,
on aura une réussite. Oui, et puis tu vois, quand, entre guillemets, quand on prend nos deux rookies, là, c'est surtout poste, un combo, évidemment. Mais ça renforce quelque part le poste 2 qui était assez la dernière. Grimes, c'est plus un poste 2-3, Grimes, hein, quand Quentin Grimes, là. Et Oui, tout à l'heure, oui, tu oui. disais c'est un dunker. Ouah, c'est plus un shooter. Certains disent, bon, c'est une sorte de Alan Houston. Il y a un petit peu au niveau du morphotype, un peu des allures. C'est plutôt un shooter. Hein. Il s'affiche à 40% à 3 points là sur sa fin de fac là. À voir. Il peut apporter. On l'a vu sur la Summer League, ses premiers matchs, il était cata et il s'est mis en rythme au fur et à mesure des rencontres. Voilà, donc à voir. C'est des joueurs de rotation. Est-ce qu'ils vont venir grappiller des places de starter? Clairement pas. Est-ce qu'ils vont profiter des absences des uns des autres? Oui. Quentin Grimes, voilà, un petit côté défenseur, un petit côté piqueur de ballon, petit meneur aussi. Hein. Au final, ça va faire une rotation. Bon, on va en parler. Kemba, Derrick Rose et McBride. Voilà, il y aura des joueurs qui vont être blessés. On n'aura jamais trop de meneurs, je pense, la saison à venir. Quoi. Il faut pas oublier IQ qui peut jouer sur certaines séquences aussi. Alors IQ a joué meneur hein, en Summer League. Moi, j'ai toujours du mal à le considérer comme un meneur parce que je trouve qu'il est très pour lui, mais pas pour les autres. Ouais, peut-être, mais bon, il a fait des séquences. En match, il a plutôt été bon aussi dans ce rôle-là, même si c'est pas là où on veut forcément le voir. En tout il a été critiqué, il y a eu débat. Hein. Il y a eu débat assez rapidement parce qu'il a été mis en mode c'est toi le meneur titulaire de la Summer League. Bon, bah voilà, après parce qu'il sait porter le ballon. Parce que c'est un arrière, donc voilà, tu peux. Enfin, maintenant dans la NBA moderne, beaucoup de joueurs peuvent porter le ballon. Donc, Après, ça fait 4-5 joueurs qui peuvent prendre la main sur un poste où on a été cata depuis je sais pas combien d'années. Au moins, on a un peu de possibilités. Il y a de la rotation. Il y a de la rotation. Voilà, ça dépendra des blessures, ça dépendra de. Bah, on va mettre le pied dedans. Justement, et franchement, là, tu tends la perche. On va aborder le sujet directement, Juju. La free agency, les gars. Donc là, enfin, les Knicks ont pu attirer quelques joueurs. Donc. Ah bon, bah il paraît que les Knicks ils signent personne, je comprends pas. Moi, au vu des gens qui disponibles, parce que tout est à mettre en perspective, bien évidemment. Ouais. Les gars, l'arrivée d'Evan Fournier. Cocorico. Bah, on a un Français au Knicks. Hein. On en avait un, on en a un. C'est plus le même. Alors, vos avis, les gars, sur le sujet, parce que c'était plus ou moins latent. Et c'est un nom qui a fait l'objet de pas mal de débats avant même qu'il soit officiellement dans les tablettes. Bah, vous, déjà, comment vous l'avez vécu et quelles sont vos attentes, forcément? Moi, je savais pas si cette année on allait se positionner sur Evan. Je pense pas que c'était le premier choix. Après, ça s'est fait assez rapidement entre les deux. Evan, c'est un joueur qui a déjà mentionné les Knicks plusieurs fois lors des dernières saisons. En bien, hein, le Garden, l'envie de jouer à New York. Même avant, quand on parlait de son trade, il y a 2 saisons, pas l'année dernière, mais il y a 2 saisons à Orlando, avant qu'on sache s'il a l'air signé, par signé autre. Moi, perso, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai une grosse affection pour Evan. C'est un nouveau français. Alors, il y a un autre français qui quitte l'équipe, lui arrive. C'est pas du tout le même genre de joueur, pas du tout la même mentalité, parce qu'on va attaquer le sujet. C'est un joueur qui est beaucoup plus fort, un joueur confirmé en NBA. C'est le meneur de l'équipe de France, le leader en tout cas. C'est un gars qui, bon, je vais être un peu vulgaire, mais qui porte ses coups sur le terrain et qui a un gros caractère. C'est tout à fait le joueur qui peut être transcendé, je pense, j'espère pas me tromper, par le Garden quand le Garden c'est bouillant, tu vois. Quand le Garden va être en fusion, ben lui, je pense pas que ça va le faire flipper ou que ça va lui faire perdre son jeu. Je pense qu'au contraire, c'est le genre de truc qui va le stimuler, qui va l'exciter. Il va louper un shoot, il va garder quand même l'état d'esprit et il va tenter après, tu vois. C'est un slasher, un peu moins avec l'âge. C'est un shooter correct à 3 points, voire même... même plus que correct, il a fait une super saison l'année dernière. Il a beaucoup travaillé là-dessus, il a beaucoup évolué. C'est un gars qui créera pas, je pense que c'est un bon gars d'équipe en plus, avec une bonne mentalité. Je pense qu'il est très content de rejoindre New York. Il va vraiment s'investir dans l'équipe. Et pour moi, c'est un gars qui peut être impactant tout de suite, tu vois. Il va certainement pas être première option. Je pense pas qu'il sera deuxième. Après, ça va dépendre de RJ aussi, parce que RJ, qu'on adore ou pas, il va falloir qu'RJ se mette au diapason de l'équipe là. Mais il peut être sur certains matchs deuxième, hein, clairement deuxième option. C'est un gars que moi j'espère entre 15 et 20, tu vois. C'est un gars qui doit nous apporter 15 et 20 de moyenne sur la saison. Ah, grosse ambition alors. Ouais, grosse ambition parce que quand tu regardes derrière, en fait, l'équipe a pas non plus scoreur de fou. Là, ils l'ont pris justement parce qu'ils ont certainement vu qu'on avait des problèmes à ce niveau-là. On a une meilleure qualité d'équipe offensive, je pense, cette année. Et du coup, s'il fait ça, et puis tu vois, c'est le genre de dynamiteur qui peut, quand tu es dans un moment
troisième, quatrième quart-temps, un peu de flottement, t'as besoin et tout. C'est le genre de gars qui peut faire un shoot, une accélération, un drive au panier, qui réveille l'équipe ou qui est décisif à un moment où t'as vraiment besoin de ça. Et c'est vraiment cette mentalité qu'on attend de chez Evan. Il a réussi partout dépasser sur les dernières saisons. À Boston, il a pas fait un mauvais, un mauvais fit là-bas. Hein. Boston, je crois que Boston aurait peut-être. Après, il a été victime du Covid aussi. Il a été victime du Covid. Il a été victime aussi de son contrat où ça suscitait pas mal d'attentes. Mais à l'image de l'équipe des Celtics où ça n'a pas du tout cliqué, on va pas se mentir, c'était un peu le marasme. Et lui là-dedans, c'était pas évident pour lui d'arriver dans ces conditions-là. Après, par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant d'arriver à Boston, avec la saison qu'on a connue assez écourtée. En raison notamment du Covid, il sort d'une saison chez les Magic là, qui était juste la meilleure saison de sa carrière, quoi. Donc faut pas l'oublier. Avec un pourcentage de réussite derrière la ligne qui titillait les 40%, quoi. Donc en début de saison de cette année. Non, c'est juste énorme. Et effectivement, ça répond aussi aux difficultés qu'on a rencontrées durant ces playoffs où on cherchait vraiment qui pouvait soulager Randle au niveau du scoring. Même au-delà de Randle, c'est qu'on a vu qu'il n'y avait que Derrick Rose qui avait du répondant, puisqu'il a l'expérience. Bien sûr. Et le mental. Et Derrick Rose qu'on a dû installer dans le 5 de départ, qui n'est pas nécessairement pour moi le rôle où il faisait vraiment qui apportait cette plus-value à l'équipe. Donc là, tu rajoutes une option clairement offensive, qui est clairement référencée en NBA, avec du jeu, et puis il sort d'une Coupe du Monde, de Jeux Olympiques, où il a été très bon, avec une bonne mentalité, où tu le sens en bonne jambe. Je pense que là, il est peut-être pas dans le prime, peut-être que c'était là il y a 1 an ou 2, mais en tout cas, il est pas loin de son prime de sa carrière, Evan. Il a encore, tu vois. Je pense que les 2 prochaines années, c'est vraiment là où il peut être encore au max. La 3e, on verra. Mais il est bien, il est mature. Je pense qu'il a une bonne hygiène de vie. Il sait comment se gérer. Il avait fait sa chaîne YouTube où tu voyais que le gars faisait attention et tout. Il sait gérer. Il connaît le taf NBA. Il connaît la ligue. Il connaît le business. Il arrive à New York. Il sait les médias, il connaît tout ça, il va pas être surpris et il va pas se faire manger par la ligue. En tout cas, c'est ce que je pense, ni par New York. Tu vois, il arrive assez dur dans la Big City. Mais enfin, on signe des free agents qui ne sont pas sur le déclin aussi, hein, donc c'est quand même mal souligné. C'est toujours appréciable d'avoir des joueurs qui soient, alors peut-être pas prime au max, mais qui soient en bonne corrélation entre l'expérience qu'il a cumulée et l'impact qu'il peut encore continuer à apporter sur l'équipe, quoi. Donc, Moi, je suis pas du tout d'accord. Je trouve Evan, il est surcoté de ouf, il est claqué, c'est nul. Allez. Non, je déconne. Non mais attention, par contre, attention parce qu'on a le côté forcément cocorico français. Super, Evan Fournier à New York. Il y a une équipe en France, après aux États-Unis, ils sont contents de la signature. C'est un bon communicant, Fournier. Ah oui, tout à fait. Non, mais c'est un gars qui est vivant, attrayant, voilà, qui a du charisme, qui a du caractère, qui avait envie de venir jouer à New York. Parce que pour venir au Knicks, faut en avoir envie. Ou alors, t'as envie de prendre un contrat. Mais lui, il avait envie pour différentes raisons. Voilà, c'est un Parisien, il aime ce côté urbain, il a fait du Denver, il a fait du Orlando. C'est pas que c'est des petites villes, c'est pas la campagne. Mais il avait envie de croquer dans la grosse pomme. Voilà, pour faire un petit jeu de mots. Il avait envie de ça, et donc du coup, il est prêt vis-à-vis de tenter cette expérience à ce moment-là de sa carrière. Il avait aussi envie de jouer pour un coach à la dure, comme il a pu en connaître avec George Karl, aux Nuggets, Steve Clifford au Magic. Et donc là, jouer pour Thibodeau, ça lui faisait pas peur, au contraire, ça lui donnait envie. Donc ça aussi, c'est bien parce que il sait à quoi s'attendre. C'est un joueur qui marche à ça, quoi. Aux Celtics, déjà c'est en courant de saison, voilà, c'est à trade deadline où il y a un changement. Jouer à côté de Jaylen Brown et Jason Tatum, si c'est des joueurs super forts, c'est pas si évident que ça. Hein. Visiblement, les Celtics, c'est compliqué à trouver la bonne formule. Hein. Ils ont du mal à... Il y a beaucoup de joueurs qui ont le même profil en fait aussi, hein. Donc ça se marchait un peu sur les pieds. Moi, c'est d'une vision extérieure, moi c'est ce que j'ai ressenti. Ouais, une accumulation de joueurs peut-être à des profils un peu trop similaires. Bon, ça c'est le problème des Celtics, tant pis, c'est pas le nôtre. Mais donc du coup, oui, c'est une très bonne recrue. Dans la force de l'âge, 28 ans, 28-29 ans. Moi, je m'attends pas à ce qu'il fasse non plus, enfin, on parle de 20 points, déjà, il ne l'a pas fait jusqu'à présent en étant option numéro 2 ou option numéro 1 bis au Magic. Donc, attention à ne pas avoir, je pense, d'ambition trop élevée vis-à-vis de sa production, parce qu'il va falloir qu'il s'intègre. Il y a un effectif qui est dans la continuité, mais qui évolue tout de même. Et
Julius Randle va rester l'option numéro 1, qu'on le veuille ou non, qu'il ait fait de bons ou de mauvais playoffs, certains disent des mauvais, admettons, oui, on peut être d'accord, mais ça restera le leader sur le terrain la saison prochaine. Il va venir pour apporter du scoring, parce que c'est ça dont on avait besoin, mais il va pas être le seul à venir pour apporter du scoring. Il y a Evan, pour sûr, c'est un joueur d'équipe, il saura se mettre, comment dire, dans le sens de l'équipe, au service de l'équipe, comme on dit. Bien sûr. Ça. Mais du coup, c'est pas forcément, il va pas tirer la couverture à lui. Il a envie de gagner, il le dit, et voilà, c'est un joueur intelligent et on le voit en équipe de France. Même s'il a fait de super JO, même si c'est le leader de l'équipe de France, il se transforme en joueur d'équipe. Il sait scorer quand il faut scorer et il sait se rendre utile sur d'autres secteurs quand il le faut. Il vient pas tout seul. Il y a la hype de fou en France parce que Evan et tout. Est-ce que tu vas prendre le 9-4 sur ton maillot? Désolé, il a pris le 13. Donc c'est successeur d'un autre 13 français connu aussi. Ouais. Moi, je lui souhaite un meilleur passage à New York, clairement. Mais il arrive pas tout seul, il arrive avec Kemba. Et Kemba, c'est un autre contexte. C'est une autre arrivée. Les deux se connaissent, parce qu'ils ont joué quand même un petit peu ensemble, ou ils se sont côtoyés un peu ensemble à Boston. Donc ça, c'est bien, parce que ça fait un duo qui a déjà un petit peu d'atome crochu entre les deux. Ils vont avoir le temps de travailler plus. Il y aura du training camp. Donc déjà, c'est pas la même chose que de débarquer en plein milieu de saison. Mais voilà, Kemba, c'est pas un meneur gestionnaire, c'est un meneur scoreur aussi. Donc qui de Evan, qui de Kemba va un peu se sacrifier pour marquer des points, tout ça. Avec du Julius, avec du RG. Ça va falloir répartir la feuille de marque. Donc, oui, il y aura des soirs où Kemba va scorer, il y aura des soirs où Evan va scorer, mais voilà, moi les 20 points, non, même les 18, moi s'il me fait entre un 12 et un 14-15, je serais content, quoi. Non, clairement, et puis moi c'est le fait, tu sais, d'avoir une solution alternative aussi derrière la ligne à 3 points, donc voilà. C'est bien parce que ça va apporter de la diversité. Alors, il remplace qui? Il remplace Reggie Bullock, qui était pas si mauvais que ça non plus. Est-ce que Evan est supérieur à Reggie Bullock? Pour moi, oui. Donc on fait un upgrade là-dessus. Bref, parce qu'on n'a pas trop parlé contrat. C'est la grosse signature de l'été Onyx en termes de contrat. Mais pareil, encore une fois, faut dire merci et bravo au front office, quoi. Les mecs, ils ont super bien géré, quoi. Est-ce qu'ils n'ont pas surpayé de ouf Evan Fournier? On est sur un contrat avec un 3+1. Donc c'est pareil, en termes d'engagement dans le temps, on se met pas la corde au cou avec un joueur qui risque qu'on risque de regretter, quoi. On n'est pas dans les revers des contrats toxiques. Maintenant, ça fait deux saisons et demie qu'on tombe plus dans ce travers-là. Et Non, ça on laisse ça à d'autres équipes qui ont du mal qui sont obligées de surpayer les joueurs parce que petit marché. À New York en ce moment, et ça fait plusieurs saisons, il faut le dire, il y a une bonne gestion des contrats. On était sur des contrats assez courts les saisons précédentes. Là, on les a un petit peu rallongés parce que faut bien attirer les joueurs quand même, mais sans les surpayer. Evan, c'est du 17 à 18-19 millions, quoi, la saison. Oui, à peu près, ouais. C'est un bon tarif, et puis c'est échangeable, c'est monnayable. Il y a eu pendant l'été encore, comme tous les ans, des lubies sur est-ce qu'on va choper Damian Lillard. C'est pas le même registre de salaire, mais s'il faut envisager des trades plus tard, en courant de saison ou un peu plus tard, des ajustements, des joueurs comme ça que tu t'empiles quelques contrats et voilà, tu peux matcher le contrat d'une méga star, quoi. C'est vraiment, moi j'ai trouvé que l'intersaison avait très bien géré avec Evan, avec Kemba aussi. Kemba, c'est une autre histoire. Mais clairement, on a renforcé là où il fallait renforcer, quoi, et de façon cohérente. Et Julien, justement, là, enfin, la signature d'un poste 1. Tu sais que ça a été un débat enfiévré pendant X années du côté des Knicks. Meneur référencé, Kemba Walker, qui malgré tout, et c'est ça qui fait un peu grincer quelques dents, reste sur une saison pas terrible. Donc lui aussi, victime du Covid. Ouais, surtout qu'il a les genoux qui grincent, c'est surtout ça. Voilà, mais voilà. Kemba Walker. Moi, Julien, j'aimerais avoir un peu ton point de vue là sur cette arrivée-là qui, alors, on voit en plus qui arrivait, on va dire un peu après, vers la fin, tu vois. On se posait tous la question quand on voyait un peu les mouvements, on s'étonnait du fait qu'il n'y ait pas de meneur qui arrive à New York. Et là, donc, boum,
arrivée de Kemba Walker. Je voulais avoir un peu ton impression sur le sujet, Juju. Voilà, sur le coup, j'étais assez content quand même parce que je pensais qu'il manquait quelque chose. Surtout qu'on a donné un gros contrat à Derrick Rose. Ouais. Et donc, alors, autant l'année dernière, j'adore ce joueur, Derrick Rose, je vais le dire tout de suite, mais autant l'année dernière, c'était la bonne pioche par rapport à son contrat, autant cette année, je trouve qu'on l'a un peu payé cher, malgré tout. C'est un joueur qui vous apporte énormément et que quand il est arrivé, ça a changé quand même la physionomie de l'équipe parce qu'il faut se rappeler qu'avant, on était plus en train d'alterner victoire-défaite, victoire-défaite. Et quand il est arrivé, on est passé dans le victoire, on est passé dans le côté positif. Faut se rappeler aussi les meneurs qu'on avait. Hein. On tournait avec qui? Elfrid Payton, Dennis Smith Jr., Frank Ntilikina. Waouh! Donc c'est vrai que. Au-delà de ça, c'est que le mec fait des shoots importants, était là pour apporter une vraie dynamique et puis un état d'esprit important, je pense, dans le groupe. Donc on est passé quand même de la 8-9e place à la 4, 5, 6, tu vois, tout le temps. Donc c'était bien. Là, tu vois arriver Kemba Walker, on s'y attendait pas forcément. Le point positif, c'est qu'il signe pas pour cher. Voilà. Ouais. Un peu le côté, là c'est du poker. Clairement, tu payes pour voir. Tu te dis, bon, je paye pour voir, mais je mets pas all-in. Parce que mon gars, tu sors de plusieurs saisons, parce que ça fait 2 saisons vraiment pourries pour lui. Alors il y a plus. Une surtout. La première saison à Boston, il est encore All-Star déjà. Il tourne encore à 20 points, tu vois. Après, c'est au niveau santé, c'est compliqué. La saison elle est très mauvaise justement après le All-Star Game, ça chute complètement. Dans le game, il n'est pas là. Enfin, il sort quand même de, on va dire, une grosse année et demie ou très moyenne. Faut pas minimiser le fait qu'il est en. Sinon, faut être franc. S'il n'était pas sur une saison très moyenne et qu'il était au top, on le signe pas. Ou on le signe pas à ce tarif. Ou on va le chercher. On peut pas avoir Evan Fournier et Kemba. Donc faut être franc. Je pense que pour la ligue, il y a des grosses questions de son état de santé et de son jeu. Aujourd'hui, s'il arrive à se relancer, c'est super d'avoir Kemba parce que c'est le meneur qu'il était à Charlotte, c'était un super joueur. C'était un gars c'était un super joueur et même à l'époque je me disais c'est le genre de joueur qu'il faut. Il est new-yorkais, il a la hype, il drive, il shoot. Enfin tu vois c'est un super meneur. Maintenant voyons voir dans quel état il va être. Moi c'est la seule interrogation que j'ai, c'est qu'aujourd'hui tu payes pas trop cher parce que je pense qu'il y a des grosses interrogations du côté du front office qui sont légitimes sur son état de santé et de voir si le gars est plutôt correct, c'est déjà un bon. Même s'il n'est pas au top, mais qu'il est juste bon, c'est déjà une très bonne signature. Maintenant, s'il est pété, on en reparlera. Là, ça va être compliqué parce que ça veut dire que tu as juste Derrick Rose, le petit à la main ou quoi que ce soit, et le petit jeune. Et là, ouais, ça va être un peu short. Après c'est au vu de son contrat qui fait que le pari est relativement amorti. Tu vois. Ouais. C'est pour ça que je te dis, quand il signe, tu dis waouh. Quand tu vois le contrat, tu dis bon, ça va. On s'est pas mis en danger pour signer un mec tout pété ou quoi que ce soit. Donc, tu es content. Maintenant, j'espère franchement qu'il va pouvoir jouer ou apporter quelque chose parce que sinon, tu te retrouves qu'avec Derrick Rose en titulaire. Et je pense que Derrick Rose titulaire, c'est pas lui rendre service. Non, on l'a vu sur les playoffs. Alors il était bon parce qu'il devait être bon, mais du coup on se retrouvait rapidement démunis. La question c'est vraiment sur Kemba, c'est quel Kemba on va retrouver? Est-ce que c'est le Kemba de Charlotte ou est-ce que c'est le Kemba de Boston avec les genoux qui grincent quoi? Oui, et aussi le rôle qui lui soit attribué. Tu vois, c'est c'est un meilleur scoreur. Hein. C'est à Charlotte. C'était qui son joueur fort à côté de qui il jouait? Bismack Biyombo, Al Jefferson, ouais, voilà quoi. Il avait les clés de la maison quoi. À Boston, c'était pas le cas. Là, Onyx a beau être chez lui, New York, hein, c'est un gars du Bronx, il est trop motivé de revenir chez lui. Il voulait même à un moment, il avait eu l'idée avant de partir à Boston, plutôt, il avait en tête de venir signer Onyx. Hein, si un il a été Kevin, dans pas mal de discussions, Kemba Walker. Après, c'était le sujet de son salaire qui posait toujours question pour le coup. Ouais, puis il faut voir la dynamique dans laquelle les Knicks se trouvaient. Hein. On sortait de saison de tanking et tout, voilà, fallait avoir envie de signer là, quoi, hein, vraiment, clairement. Là, aujourd'hui, la mariée est clairement plus belle. New York, les Knicks, ça paraît crédible. Il y a un coach installé, il y a un joueur All-Star MIP, il y a des jeunes prometteurs. Ça gagne, ça fait des playoffs. Bah ouais, t'as envie de revenir chez toi, tu m'étonnes. Donc, non, il en a envie, il est revanchard. L'aventure à Boston, elle s'est pas bien finie. OKC comptait pas sur lui, voilà, bon. Ouais, puis ça soit sur un contrat max quand même, Kemba Walker. Hein. Ouais, il fait un buyout, il lâche quoi, 20 millions dans l'affaire. Donc il avait vraiment envie de partir. Il voulait pas tenter l'aventure dans l'Oklahoma et faire le nécessaire pour venir à New York. Donc c'est une certaine motivation. Il est revanchard, il a un truc à prouver aussi. Parce que voilà, là, la dynamique dans laquelle tout à l'heure on disait est-ce qu'on récupère des joueurs qui sont un peu cramés ou pas.
Bah là, il y a le doute. Est-ce que c'est le début du déclin pour Kemba et il va nous faire des saisons galères et on va regretter même de l'avoir pris à ce tarif? Et on se dira, ah, un énième New-Yorkais qui réussit pas à New York? Ou est-ce qu'au contraire, il va se relancer sans forcément être à 20 points par match? Mais pareil, parce que là, ça va être une question de comment on répartit un petit peu cette marque. Mais ça. On va avoir une rotation au poste 1 entre un Derrick Rose et un Kemba Walker. Quand même, les gars, on se rappelle l'année dernière, on espérait que Dennis Smith Jr. Se révèle enfin. Bon, bah non, voilà. Là, on espère que Kemba retrouve sa première jeunesse, quoi. Donc, il fera pas Enfin, s'il nous fait déjà 25-30 minutes par match, ça sera pas mal, quoi. Moi, je pense que c'est même pas une bonne idée qu'il fasse ça dès le départ. Je pense qu'il va devoir. Ça va être progressif. Il faut qu'il soit progressif, qu'il voit comment ça fit avec l'équipe. Il va falloir qu'il apprenne à lâcher le ballon. Hein. Julius reste la première option. Faut pas non plus oublier que RG, c'est quelqu'un sur qui on mise quand même à New York, donc il doit aussi avoir le ballon dans les mains. Il doit avoir des tickets shoot. Parce que si tu grilles RG avec Evan et Kemba, que j'apprécie, hein, c'est pas la question. C'est que c'est pas forcément un signal hyper bien envoyé à tes rookies, et puis même pour RG, parce que RG est quand même le joueur à plus fort potentiel qu'on a drafté depuis très longtemps. Il sort d'une saison très bonne, même si il se fait encore démonter sur certains trucs et tout, mais ça on s'en fout. Et RG, clairement, cette année, ça doit être un step-up de fou pour lui. C'est vraiment l'année où il doit s'installer. Si il ne s'installe pas, ça va être plus compliqué et tout, même mentalement pour lui. Il faut qu'il s'installe, il faut qu'il monte. Et donc, du coup, Kemba, je ne sais pas s'il va se mettre dans la mentalité de Derrick Rose. Parce que la mentalité de Derrick Rose, c'était moi, j'ai fait ma carrière, je viens les petits jeunes, je suis content de retrouver mon coach. Les gars, si vous avez besoin d'un conseil, je suis là et tout. Kemba, il est dans une autre optique. Le mec, il sort de saison en difficulté. Il veut se relancer. Il veut montrer, il veut prouver, il veut dire je suis encore là, je suis pas rincé. Et pour prouver, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Faut que tu joues, faut que tu marques des paniers, faut que tu fasses du jeu. Il va pas se transformer en Jason Kidd du jour au lendemain à se dire moi je m'en tape, je vais faire 20 passes et si je mets 4 points, je mets 4 points. Donc c'est un fit qui va être très intéressant et c'est un fit qui va être capital pour notre saison, je pense. Comment va se passer l'arrivée de Kemba plus que Evan? Parce que tu vois, Evan, je sais à peu près ce qu'il va faire. On est quasiment tous certains de ce que va faire Evan. On a eu quelques certitudes, oui. Et puis son jeu va un peu se coller et tout. Enfin, tu vois, c'est pas le croqueur de fou. Enfin bref, tu te dis Evan, ça peut coller, ça peut apporter, c'est un joueur intelligent, c'est un joueur d'équipe, c'est un joueur mine de rien qui est formé en France, donc il a une mentalité européenne qui est assez différente. Et ça peut affiter. Kemba, c'est un super joueur, mais c'est un joueur, comme tu dis, scoreur, profil meneur-scoreur. Le gars, il est en relance, le gars, il doit prouver. Ouais. Le gars, il a pas quand tu regardes ses moyennes de passes en carrière, hein, c'est autour de 5. C'est autour de 5 passes par match, alors qu'il était meneur titulaire de ses équipes, quoi. Bon, après, il était peut-être pas bien entouré à Charlotte, hein, voilà, faut relativiser aussi, mais du coup, il va pas se... Je serais étonné de le voir se métamorphoser en meneur distributeur. Oui. Et pour autant, comme tu l'as dit, c'est RG qu'on attend en fait. Autant tout à l'heure on disait ouais, peut-être Evan, 20 points par match. Moi je préférais avoir RG à 20 points par match et puis un Evan à 12-13. Que ça soit, voilà, qu'on donne plutôt des responsabilités, des opportunités. Mais voilà, on va voir. Finalement, on a plus de talent dans cette équipe, on aura plus de talent dans ce 5 majeur. Et beaucoup plus de choix offensifs. Et beaucoup plus de choix. C'est ça qui nous a fait défaut. L'équipe va continuer de défendre collectivement. On a toujours des spécialistes de la défense, et puis il y aura cette solidarité, il y aura cet ADN, cette philosophie qu'a installé Thibodeau sur son an 1, sur sa saison 1. Ça va pas changer du tout au rien, mais par contre on a recruté des joueurs avec des profils offensifs, donc à voir comment on répartit tout ça, quoi, hein, c'est clair. Et c'est clair. En parlant de répartition, les gars, on n'a pas du tout parlé de la stabilité aussi, parce qu'on parlait en amont du travail du front office. Il y a quand même eu quelques signatures, quelques prolongations, parce qu'on restait vraiment sur des contrats, on va dire, assez flex. Non, il y a une continuité, ouais. Voilà, donc le fait de garder Burks, de conforter Mitchell Robinson. Alors Mitchell Robinson, c'est pas encore complètement acquis, hein. Bon. Autant on a conforté Nerlens Noel, qu'on a repris, voilà, pareil, à 8-9 millions la saison, sur 3 ans, enfin 2+1. Taj Gibson, bon voilà, c'est le tonton, c'est le Udonis Haslem des Knicks, hein, voilà quoi. Il saura être utile. Service quand même cette année, donc. Oui, bien sûr, mais voilà, c'est pas lui qu'on attend, sur le terrain, quoi. D'accord avec toi, sur le terrain, il rend du service. Moi, je suis très content de la signature de Burks, parce que je trouve que c'est vraiment. On l'a pas payé si cher, alors il fout son chèque, hein, et tout, mais
Ça va. Je m'attendais à pire et je suis content qu'on puisse le garder. Je préfère garder Burks que Bullock, même si Bullock avait rendu des services. Pour Mitchell, il paraît qu'il a pris du muscle, il paraît qu'il s'est étoffé. Bon, on va voir, c'est un peu c'est un peu de la com et tout. Mitchell, on est tous plus mesurés, je pense. Voilà, l'année dernière, on l'attendait, il s'est encore blessé. La faute n'a pas de chance, mais ouais. Noël nous fait un meilleur bilan, un meilleur exemple de saison réussie que comment il s'appelle que Robinson, à blessure ou pas. C'est une année Moi, je pense que on a des joueurs qui ont cette année, elle est encore intéressante parce qu'on a on a Robinson et Barrett qui sont tous les deux dans une année charnière, mais vraiment. Alors plus Robinson, parce que Robinson il arrive en fin de contrat là. Hein. Ouais, mais même oui, alors voilà, mais même Barrett, parce que si Barrett avec les renforts offensifs de Walker et de Fournier régresse, c'est pas bon. Tu peux pas régresser. Donc voilà, les deux grosses saisons à faire. Robinson, clairement, parce que lui, il a rien montré l'année dernière à cause de sa blessure, à cause de pas mal de choses. Et qu'au final, tu te dis, Noël, tu le payes pas de fou, il a fait le taf. Donc voilà. Et Noël récompensé, hein, pour le coup. Et, bien sûr, et c'est mérité, pour le coup, Noël, mérité. On ne paye pas non plus 20 millions par an. Donc il y a des contrats encore fous qui ont été signés cet été. Nous, là-dessus, on n'a pas fait de folie. Donc voilà. Après, ce qui est bien, c'est que là, tu as 2-5 qui se dégagent. Tu as le premier 5, on va dire, allez, Walker, Fournier, Barrett, Randle, Robinson. Si vous m'arrêtez si je me trompe. Ouais, toi, t'es comme ça. Tu balances le starting 5 comme ça. Pour moi, ouais. Et après, tu as Derrick Rose, Quickley, Topin. Burks, Topin et Noël. T'as quand même 2-5 de qualité. Voilà, donc t'as 2-5 qui peuvent être définis et de qualité. Et après, Robinson. Je suis déçu. T'as même pas parlé de Kevin Knox, quoi. Ah oui, je l'attendais, je l'avais sous les yeux, je l'attendais. Mais pareil, tu sais quoi, je crois qu'il était parti ce monsieur. Mais non. Le pauvre, il voulait faire la Summer League de Las Vegas, hein. Tout le monde veut partir à Vegas, tu m'étonnes. Eh ben non, il a chopé le Covid avant, il n'a pas pu non plus se montrer là-bas. C'est bizarre pour un joueur aussi talentueux, aussi fort, qui est bridé par les coachs de New York. Ah, mais toi, oh là, il adore remettre des pièces, c'est terrible. Mais oui, mais je te rejoins, Juju, effectivement. Là, on a 2-5 qui se dégagent. On a une rotation qui, en début de saison, paraît claire. Après, on n'est pas à l'abri de un ou deux ajustements, effectivement. Ouais, et puis, le petit rookie, là, avec le Jericho Sims, là, on n'en a pas parlé, mais ce mec, c'est une dinguerie. Vous avez vu les toits qu'il nous met, là? Mais athlétiquement, c'est fou. Après, bon, on peut reparler QI basket, on peut parler régularité, on peut parler... Et les pivots, ça met du temps. mais tu vois, mine de rien, on a les 3 pivots qu'on a sur le papier. Taj Gibson, bon, c'est un pivot, mais c'est pas... Pour moi, ça a toujours été un 4. Bon, passons. Mais les 3 postes 5, Noël, Mitchell Robinson et Jericho Sims, ça fait des choses interchangeables. Alors, tous ne sont pas au même niveau de maturité dans leur carrière, clairement que pas, mais tous n'ont pas les mêmes enjeux sur cette saison. Mais le jour où tu as Mitchell Robinson qui est blessé, s'il faut remettre un Jericho Sims quelques minutes, il va apprendre aussi, hein. Il est jeune, il fera sûrement des fautes et tout, voilà. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui est... On a des pièces interchangeables. Après, l'avantage qu'il y a aussi énormément, c'est que les jeunes qu'on a pris, on les a pas pris haut, on n'entend absolument rien. Et on n'a pas besoin d'eux, entre guillemets, sur le papier pour être décisifs dans l'équipe. Donc c'est que du plus. T'as 2-5 qui se dégagent, ils sont pas dedans. Donc après, si les mecs step up ou apportent, eux, ils ont pas de pression. On n'attend pas, les gars qu'on attend, ils ont pas la pression d'un Topin ou d'un Barrett. Tu vois, un Quentin Grimes, pour moi, il va jouer plutôt sur le poste 3 et il va prendre la place que devait prendre Knox à la base, quoi. Mais il va peut-être jouer, mais il aura pas beaucoup de... Là, si tu vois les 2-5 et qu'il n'y a pas de blessés... On verra comment ça se profile, mais voilà. Après, moi, sur Topin, je sais pas comment on va s'en servir. Il a fait une Summer League intéressante, voilà, mais parce que ça reste de la Summer League, donc on a vu de quoi il était capable. Thibodeau était dans les travées de Vegas, donc il a pu voir un peu ce Topin un peu épanoui avec des ballons et tout. Il a travaillé aussi, voilà, c'est sa saison 2, la saison d'avant, il n'y avait pas eu de Summer League, il y avait le training camp, ça a été particulier pour les rookies, on a tendance à l'oublier. Et puis qui venait aussi, faut le préciser, d'une saison NCAA tronquée aussi. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Donc c'est vrai que pour les rookies de l'année dernière, ils ont été jetés dans le grand bain tout de suite. Là, à voir comment on s'en sert. Faut pas qu'on veuille s'en servir comme Julius Randle, parce que c'est pas le même joueur. Mais du coup, avec un meneur qui lui pourra mieux faire circuler le ballon, à la Derrick Rose en seconde unit, voilà, il va pouvoir être mieux alimenté.
pourquoi pas grappiller un peu de minutes et puis faire souffler un peu plus Julius pour qu'il soit frais au moment où il faut, en fin de match, en fin de saison, voire en post-saison. D'accord, mais c'est pas la mentalité du boulot. Là, il a beaucoup plus. Il a un rooster qui est quand même plus talentueux, plus complet que l'année dernière. Il va falloir que Thibodeau comprenne que ces mecs, il faut quand même qu'ils les crament pas en saison régulière. Randle va vouloir certainement confirmer sa saison, ça c'est sûr. Ouais. En plus, il est fort. Le gars, il va vouloir confirmer et prouver que c'est pas un one shot. Donc, Il a taffé aussi. Hein. On l'a vu cet été. Il a taffé. Hein. C'est pas. Et puis c'est normal. Le gars, il était All-Star. Il a envie de confirmer qu'il n'est pas All-Star comme ça sur une année de transition. Donc il va vouloir taffer. Et ce qui est parfait, c'est le fait qu'il reste sur sa fin en termes de playoff, parce que C'est ça. beaucoup de gens retiennent son inefficacité offensive durant les playoffs. Et lui, du coup, il arrive avec une fois de plus un nouveau challenge à relever. C'est maintenant, j'ai montré que je pouvais porter mon équipe en saison régulière, mais j'aimerais aussi effacer un petit peu ce petit goût amer, ce petit goût qui nous laisse à travers la gorge suite à sa dernière campagne de playoff, quoi. C'est ça où tu vois que le recrutement est intelligent, parce qu'en fait, ce n'est pas que de la faute de Randle s'il était inefficace, c'est que le mec, c'était facile à lire. Hein. Taki en option offensive, Barrett, voilà, était passé quand même au travers de ses playoffs, et Taki, t'as Rose et Randle. Tu fais une boîte sur Randle, ce qui s'est passé, et le mec, il est inefficace. Les autres n'apportaient rien offensivement. C'était d'une faiblesse incroyable chez nous. Et notre défense n'était pas assez forte pour contrecarrer le pigeon d'Atlanta, là. Et donc, Le pigeon, c'est un catcher. Qu'est-ce que tu racontes? Il a fait son comeback au Garden. Du coup, en mettant Fournier et Walker, tu te dis, je rajoute des menaces offensives, et donc du coup, quand tu regardes le premier 5, et tu rajoutes Burks et Rose, tu as quand même des joueurs qui sont censés, à part Robinson et Noël, vont être déchargés complètement de menaces offensives. Mais du coup, tu te dis, si j'ai Walker, Barrett, Fournier, Randle, normalement sur le papier, t'as 4 scoreurs. Donc la menace peut venir de partout. Ça va être plus difficile à défendre, quoi, pour les équipes adverses. Tu fais une boîte sur Randle, tu laisses Fournier, Walker ouvert, il y a panier. Donc ça va être quand même plus difficile et plus limité dans les choix adverses que se dire bah c'est pas grave. Oh là là, j'ai déjà diète, quoi. Après, ne nous enflammons pas. L'année dernière, tous les voyants étaient ouverts, on a tout réussi. Cette année, ça s'est renforcé un petit peu partout quand même. Je trouve que pas mal. L'Est a bien recruté. Tout en montrant une énorme confiance à l'équipe qui nous a amené en playoff l'année dernière, tu vois. Moi, je pense qu'on sera en playoff. Pour moi, ce n'est pas en playoff, c'est un échec. Maintenant, je pense pas qu'on refait 4ème cette année. Non, mais en fait, effectivement, on ressort d'une saison, on a l'impression qu'on a oublié le pain noir qu'on a bouffé là pendant quelques saisons avant. C'était inespéré de revenir aussi vite, on va dire, dans le haut du classement de la conférence Est. Après, on l'a dit, la 4ème place la saison dernière, c'est pas qu'elle était volée, elle n'était pas non méritée, parce que les joueurs se sont impliqués toute la saison, ont été réguliers sur une saison régulière. Donc c'est ça qui fait qu'ils ont terminé 4ème dès le début, comme tu dis. Et par contre, c'est quand même un peu un faux semblant. On aurait terminé 6, c'était peut-être plus notre place. Mais tant mieux, on a fini 4. Est-ce qu'on va refinir 4 ? Ça serait l'objectif, ça serait bien de revenir à ce niveau-là. Mais même si on termine 6, moi, ça me pose pas de problème. Retrouver les playoffs, oui, c'est l'objectif. Ça serait vraiment une régression, surtout au vu des mouvements dans l'effectif, de la belle intersaison qu'on a réalisée. Passer un tour, ça va être compliqué parce que ça s'est densifié. Alors après, on va me dire, les Bulls, super. Attends, ils partent de plus loin que les Knicks aussi. Il y a un vécu, il y a une confiance, il y a un coach, il y a des choses qui ont été installées l'année dernière. Ça va pas disparaître. Il n'y a pas que les Bulls. Si tu mets Brooklyn, Philadelphie, le champion en titre, Milwaukee, Boston. T'as déjà 4 équipes qui sont fortes. Miami, Atlanta, ça t'en fait déjà 6. Et ces 6 équipes, ces 6 équipes-là sont structurées, costauds, et ça rigole pas. Ouais, tous ne partent pas du. Enfin voilà. Boston, c'était compliqué l'année dernière. Atlanta, ils ont une belle saison. Pareil aussi, il va falloir. Voilà. Et aussi en partant du postulat que là, on est reparti sur une saison de 82 matchs, messieurs. Donc il y a ça. Qu'on est attendu au coin du bois aussi. Après, nos joueurs sont censés avoir pris 1 an d'expérience. Les gars comme Barrett et tout, comme je t'ai dit, normalement, Barrett, il est censé monter tous les ans. Il a monté l'année dernière. Cette année, il doit monter. Donc voilà. Randle, lui aussi, doit monter encore. Randle, il est déjà bien. Ça va être compliqué de se scorer plus. Voilà. Ce qui serait bien, c'est qu'il soit encore All-Star. Ça voudra dire que l'équipe performe et que le leader est récompensé.
je sais pas si statistiquement il va pouvoir faire mieux que la saison passée. S'il est dans la même registre. C'est pas forcément une question statistique, c'est une façon de gérer les moments. Tu vois, si il peut step up encore, pour moi, il n'est pas à son max. Il y a plus de marge de progression sur Barrett avec son âge et tout que Randle, mais Randle doit encore progresser dans la gestion. C'est clair, tu penses dans la gestion. Bah, déjà, il va être déchargé parce qu'il va avoir des meilleurs coéquipiers autour de lui. Mais là, il doit montrer aussi parce qu'en playoff, il n'y a pas que le fait d'avoir des mauvais coéquipiers. Il a quand même tendance à refaire ce qu'il a fait la saison d'avant quand il était en difficulté. Je baisse la tête, je fonce. Je fais le bœuf, je baisse la tête, je fonce. Et ça, il doit step up là-dedans. Dans sa gestion de balle, dans ses moments de faiblesse, dans ses temps faibles, le mec doit step up, doit montrer que ça y est. Là, ça sera le rendez-vous au printemps, ça sera le rendez-vous en play-off. En saison régulière, il va y avoir 82 matchs, ça va être long. Et je pense qu'il va rentrer un petit peu dans le rang, quoi, en fait. Typiquement, là où il a excellé l'année dernière aussi, c'était à la passe. Parce qu'il portait le ballon, parce que va filer le ballon à Peyton. Donc là, non, ça va plus être son rôle. Ou alors je comprendrais pas, quoi. Je comprendrais pas que ça soit lui qui porte le ballon aussi régulièrement. Sur certaines courtes séquences, pourquoi pas. Mais avec du Fournier, avec du Rose, avec du Walker, ça doit décharger et il doit être plus dans un rôle de finisseur, aussi de shooter à 3 points. Donc s'il reste dans les mêmes standards à 3 points, ça serait parfait. De ce qu'on a vu cet été, il a continué à taffer son shoot, donc parfait. Mais moi, je pense que voilà, faut s'attendre à le retrouver dans le même registre statistique. Peut-être moins de minutes. S'il fait les mêmes stats avec un peu moins de minutes et que c'est un peu Topin qui en prend, ça serait parfait. Mais bon, il est revanchard parce que, encore une fois, parce que les playoffs c'était cool, mais ça s'est pas passé comme il aurait voulu. Il repart avec un certain niveau de confiance parce qu'on l'a pas dit, mais les Knicks l'ont prolongé, mine de rien, hein, ça y est, on démarre la saison serein à ce niveau-là, c'est pas je vais prendre le méga max du max. Non, ils l'ont prolongé avec un beau petit contrat, mais raisonnable. C'est la tirelire. Raisonnable compte tenu du joueur. Compte tenu de la NBA actuelle, c'est raisonnable. Après, ils ont fait confiance. Maintenant, mais du coup, on lui fait confiance sur du moyen terme. Et voilà, ça, attaquer la saison avec de la confiance, avec un effectif plus fort, tu vises plus loin et tu sais que c'est la régulière, ça sera bien, mais c'est après qu'on va l'attendre, c'est au printemps. Je crois que l'année dernière, en début de saison, il ne démarre pas vraiment en tant que franchise. Là, il démarre en tant que franchise. C'est une saison oui. Franchise et All-Star. Et surtout All-Star, franchise, la pression n'est pas la même. Tu es attendu par les équipes d'une façon différente. Et on attend toi, même en saison régulière, que dans la gestion, c'est toi qui portes l'équipe. Quatrième carton, la gestion, tu dois la faire. Alors bien sûr, tu as du Walker, du Rose, du Fournier qui vont t'aider. Barrett, qui sont censés. Mais c'est quand même toi qui es censé récupérer peut-être la balle à un moment chaud. C'est quand même toi qu'on attend pour être le mec qui porte l'équipe. Et donc d'avoir une saison régulière. C'est con à dire ce que je viens de dire, mais c'est vrai. Lui, il doit montrer qu'il est régulier. S'il y a un mec que tu dois avoir toute l'année et te dire, c'est pas lui qui va prendre feu, mais on sait qu'il doit être bon tout le temps, c'est Randle. Et ça, c'est l'option numéro 1, on est d'accord. Enfin, moi, je suis d'accord pour dire ça. Il y a des gens qui encore même maintenant, ne veulent pas considérer Julius Randle comme un franchise player. Ouais, c'est un délit de ta gueule. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Il y a un peu parce que c'est pas une méga star de la NBA. C'est pas un LeBron, c'est pas un Kevin Durant. D'accord, ça boxe pas dans la même catégorie. C'est pas un Giannis. Mais c'est quoi être un franchise player? Un joueur, pour moi, autour duquel on construit. Aujourd'hui, on lui a fourni un contrat, on lui a fourni des coéquipiers qui matchent, qui fit avec. C'est ça un franchise player. C'est notre tête d'affiche, c'est le mec sur lequel on construit. Alors ça sera peut-être pas 10 ans, ça sera peut-être pas 15 ans, parce que voilà, à un moment il prendra sa retraite. Peut-être qu'il y aura des trades, peut-être qu'il y aura des blessures, peut-être qu'il y aura des trucs. Mais aujourd'hui, l'option numéro 1, la tête de gondole, c'est Randle. Et même en tant que joueur régulier, je pense que t'as plus envie de jouer avec un Randle qu'avec un Westbrook ou un Wall, tu vois, qui va te croquer tous les ballons, qui va pas te porter. Voilà. Je te parle pas de LeBron, KD, où t'es quasiment assuré d'être dans les finales ou finales de conf et tout. Ok, bien sûr, mais ça, c'est des martiens, il n'y en a pas 50. Mais un franchise comme Randle, tu sens pas le mauvais gars, tu sens pas la grosse tête, tu sens pas... Et puis l'implication collective et l'éthique de travail. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. C'est un bosseur,
C'est ça. Et moi, c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Alors, chez lui, et aussi de par les joueurs qui composaient notre effectif, il y a eu quand même cette éthique de travail qui a transpiré sur l'ensemble de l'effectif, quoi. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, et je pense qu'il est dans le bon sens à ce niveau-là. Et Barrett est comme ça aussi. Hein. Barrett est pareil, hein, parce que Barrett, ça a l'air d'être le même genre de gars qui bosse. Ouais, c'est cohérent, en fait. On n'a pas... Et les deux en prennent dans la gueule constamment. Hein. Les deux, on a un délit de phase. Parce que Barrett, qu'est-ce qu'il prend un petit peu moins. Il a plus cher, Barrett. Non, mais attends, un petit peu moins. Franchement, je trouve qu'on est extrêmement indulgent avec d'autres rookies. De sa classe de draft, hein, je parle. Alors que Barrett, qui sort une saison quand même très bonne. Alors, faut être franc, il a fait une très bonne saison l'année dernière. Les playoffs, c'est autre chose, mais la saison, il a progressé. Qu'est-ce qu'il prend par rapport à d'autres? Et il est souvent dans les classements oubliés, réduits. C'est à la fin de sa carrière. C'est à la fin de sa carrière qu'on verra. Mais ce que je veux dire, on leur facilite rien. On leur facilite rien, ces gars-là. Ouais, mais ça. Enfin, il a l'air de bien encaisser malgré tout. Tu vois, c'est une source de motivation. Voilà, il a pas un jeu hyper flashy, RJ. Donc c'est ça aussi par rapport à d'autres, voilà. Et pourtant... au gars de Miami, je me rappelle même plus, qui avait fait des playoffs de fou la première saison. Tyler Hero. Ouais. mais voilà, il y a un côté après star, un côté un peu bling-bling sur certains, même si voilà, il en joue aussi, mais c'est un bosseur aussi, et c'est pas... Voilà, il faut lui laisser le temps. C'est un talentueux, il a le bon état d'esprit. On verra, la carrière NBA, c'est pas au bout de 2 saisons qu'on classe un joueur, quoi. Et les gars, donc là on a quasiment balayé là tout l'effectif, mais il y a quand même un truc. Enfin moi, en tout cas, je m'interroge sur un joueur en particulier, c'est Luca Vildoza là. Aïe. Donc pas du tout rassuré sur sa Summer League. Il était blessé à la Summer League, hein, visiblement, il était blessé. Ouais. Bon, il revenait de Tokyo, il revenait des JO. Après, moi, je l'ai vu jouer à. C'est où qu'il était? Il était à Victoria, je crois. Je l'ai vu jouer sur 2 matchs en Euroleague. C'est un Argentin qui sent le game, tu vois ce que je veux dire? C'est un petit filou qui peut avoir. Tu vois, il a la grinta argentine, il va te passer des bons ballons, des trucs et tout. Maintenant, c'est la NBA. La NBA, ça joue beaucoup sur le physique des gars, tu vois. Et ça se joue beaucoup en 1 contre 1 et sur l'explosivité et tout. Quelques Argentins qui ont réussi à... Ouais, non, je le dis pas, mais tu vois, moi, il me fait plus penser à Teodosic, qui était un joueur extraordinaire. Qui est Vildoza? Non, mais c'est Teodosic. Non, Teodosic, voilà, je veux dire, au niveau européen, voilà, on était sur le gratin du gratin, mais tu vois ce que je veux dire, c'est un joueur, Teodosic, qui, en NBA, c'est difficile pour lui. Parce que le game NBA de 1 contre 1, de physique, d'écran, c'est pas forcément leur jeu à eux. Ils sentent le game différemment. Et je pense que Vildoza, en beaucoup moins fort que Teodosic, c'est un peu ce profil-là. Et que la NBA, ça peut aller très vite pour lui. Et du coup, lui, c'est peut-être un joueur qui a besoin d'un jeu un peu plus posé, un peu plus système, tu vois. Je suis même pas sûr qu'on le retrouve dans l'effectif à la fin, voire au début de la saison. Est-ce qu'il va passer le cut du training camp? J'en suis pas sûr non plus. Je pense qu'il peut revenir en Europe assez vite. Hein. Moi, j'ai peur que ça soit un coup d'épée dans l'eau. Effectivement, on l'a aperçu parce qu'il était blessé, il revenait de Tokyo, mais même au JO, même sa campagne internationale. On est d'accord, moi ça m'a pas rassuré non plus. Hein. Il va peut-être finir au Virtus Bologne avec Franck. Ah non, pardon, il est à Dallas, excusez-moi. C'est gratuit, c'est une blague. C'est méchant, là, tu as tiré toute la haine de tous les fans. Ah, ça va, c'est gratuit, on lui sature. Virtus Bologne. Bon, les gars, on peut en parler tout de suite de Franck. Mais oui. L'annonce est arrivée il y a pas longtemps. Mais pour finir sur Vildoza, vite fait, je suis pas certain qu'il arrive à trouver sa place dans l'effectif. Ça aurait pu être un joueur différent qui va apporter quelque chose de différent, mais est-ce qu'il va avoir l'occasion de pouvoir montrer, de s'épanouir, d'avoir dégrappillé quelques minutes? Il y a eu, Fabrizio Campazzo aux Nuggets. Est-ce qu'on n'a pas voulu prendre, pour tester? Alors que Campazzo est un joueur référencé du Real Madrid et tout, rien. Oui, mais bon, après, on a tenté le coup. Au pire, ça nous coûte 3 millions, et puis voilà, tant pis. Et puis avec un Thibodeau qui joue beaucoup sur le physique des gars, notamment en défense et tout, je pense que lui, je suis pas sûr que ça. Et il pouvait apporter quelque chose de différent. À voir s'il a l'opportunité, c'est plutôt une question de ça. Mine de rien, en summer, oui. Tant qu'à faire, quitte à recruter des joueurs, toi qui soient bons, pour pas cher. Mais autant en Summer League, on a plus vu l'autre, le Rokas, dont j'ai encore oublié comment on prononce le nom. Le Lituanien, qui a été plus impliqué. Bon, voilà, donc à voir si c'est vraiment un joueur d'Enix, s'il pourra vraiment porter quelquefois les couleurs orange and blue, mais bon.
Et puis oui, bah du coup, Frankie n'a pas été conservé. Hein, son contrat s'est terminé. Il n'a pas été tradé. Il n'y a pas eu de proposition d'Enix. Et ça a été compliqué pour lui cet été, même avec l'équipe de France, hein, parce qu'on l'a pas tellement vu. Hein. Alors Frankie, on en a déjà parlé plein de fois. Voilà, on va pas lui faire un procès. On va pas non. Et ça a été compliqué pour lui de retrouver une équipe parce que la NBA s'est pas jeté dessus alors qu'on entendait par-ci et là. Oui, vous faites pas jouer, les super quotas NBA, tout le monde. Écoutez, il a été signé en fin de free agency à Dallas, qui paye pas cher pour une saison pour voir un peu aussi. On lui souhaite vraiment une réussite, mais ce qui prouve bien que tous les gens qui disent oui à New York, vous voyez pas le meilleur joueur de la ligue, le meilleur défenseur, vous faites pas jouer votre meilleur joueur. Qui dit ça? Bah j'ai vu ça, il y avait des kikoulol qui disaient ça sur certains sites. Vous faites pas défendre votre meilleur joueur en playoff, c'est normal coupe. Voilà. Ouais. Les fans de LeBron, Durant et tout qui peuvent changer l'année prochaine pour Curry et qui étaient fans de Giannis en juillet. Donc les mêmes. Là, le chargeur est vidé. Oui, j'assume, il n'y a pas de problème. Les fans des Suns, ils sont terribles, mon Dieu. Ouais. Après, oui, il y a des vrais fans de Frankie Ntilikina. Il y a... Le gamin est sympathique, mais aujourd'hui, être vrai fan de Ntilikina, moi qui suis quand même la Pro A, enfin c'est anciennement JP Elite, maintenant BetClick Elite, je vais te dire, on l'a pas vu jouer en France. Il a joué une saison en étant rookie déjà, en étant limité parce qu'il était tout petit, tout jeune. Donc il le faisait jouer quelques minutes par match. Il tournait à 4, 5, 6 points par match max. Donc il arrivait très vite sur un potentiel NBA. NBA, on l'a jamais vu vraiment jouer. C'est un joueur qui a été drafté au potentiel. Fan de son jeu. Tu peux être fan de son gars parce que c'est un Français qui est arrivé jeune et sympathique, mais tu peux pas être fan d'un mec qui a quasiment pas joué et qui a rien montré. Je lui souhaite pas de mal, je le trouve sympathique, mais les gars qui sont fans de ça, faut arrêter. À un moment donné, tu peux être fan d'un joueur qui joue régulièrement ou quoi que ce soit, peu importe le profil, blanc, européen, noir, n'importe quoi, américain, peu importe le poste, tu peux être fan d'un joueur. Mais il faut qu'il joue pour être fan du joueur. Là, le mec, il jouait pas. C'est difficile de s'extasier sur des DNP, quoi. C'est juste un côté affectif, c'est pas un côté rationnel. Et si t'es pas rationnel, à un moment donné, nous on parle juste basket. Et Onyx, il nous a jamais rien apporté malheureusement. Il a eu quand même plusieurs fois sa chance par rapport à d'autres. Mais il souffre de sa position de la draft, c'est ça on l'a toujours dit. Ouais, parce que le même joueur, tu le draftes en position 25, t'as pas du tout le même regard sur lui. Donc, pas la même et l'année dernière, Quickley, on le draft super bas, on fait wow, super, tu refais la draft, tu le drafts plus haut, quoi. Donc les hauteurs les pics de draft, ça fait pas les joueurs. Pour faire un joueur, c'est des questions d'opportunité, saisir, mentalité, santé, enfin il y a plein de trucs. Sur Frankie, sur 4 saisons, c'est un rendez-vous manqué. C'est dommage, il a été drafté au potentiel à l'époque par la team Phil Jackson. Bon, il arrive peut-être pas, voilà. Il y a toute une histoire qui explique. C'était un prospect important en Europe. C'était un prospect important en Europe. Ouais. Il faut se rappeler. Il y avait une hype importante sur lui quand il est signé. Je me dis que je pense que c'est une bonne recrue, c'est une grosse hype et tout. À Dallas, il va jouer peut-être dans un autre rôle. Je pense qu'ils prennent plus dans un rôle de défenseur parce que bon, ils ont besoin de ça aussi. Ils ont déjà des meneurs installés, puis ils ont Luka et tout, donc il va avoir ça va être un genre de séquence défini pour séquence. Le rôle sera pas le même, peut-être que ça va fitter. En plus, c'est un 3&D avec le 3 en option, quoi. Et d'ailleurs, Dallas qui récupère tous nos joueurs, je pense qu'ils sont fans d'Enix. Car le proprio, il doit être fan d'Enix en intérieur. On se faisait descendre quand on avait signé Tim Hardaway Jr. quand il revenait de Atlanta, mais finalement Dallas a remis le même prix pour le même type de contrat. Il sort d'une saison très correcte pour parler de lui. Oui. Non, mais voilà, c'est un joueur, Hardaway, un joueur à qui on souhaite le meilleur aussi. Il a fait ce qu'il a fait à New York. Enfin, il est parti, voilà. Et c'est un joueur en dehors de Porzingis, je souhaite du mal à aucun ancien Knicks. Voilà, il est pas ici. Et donc, non. Souhaitons-lui d'avoir son opportunité. De réussir dans le rôle qu'il va avoir, sortie de banc, séquence défensive, voilà, ça va être très bien pour lui, en espérant qu'il réussisse. Il a qu'un an. Il a qu'un an. C'était compliqué, visiblement, pour les clubs européens de l'attirer cette saison, d'après ce que j'ai compris. Exigence encore un peu haute. Il a encore envie de tenter le pari NBA, tant mieux, je pense qu'il est jeune et qu'il doit le faire. J'espère que ça va fitter pour lui, j'espère qu'il pourra signer un plus gros contrat par la suite. Voilà, maintenant pour nous, clairement, on est content qu'il soit parti parce que ça n'allait pas, ça fitait pas. Ça marchait pas, donc... Et voir l'âme sans peine, le faire rentrer 30 secondes ou 20 secondes et se prendre un shoot sur la gueule et entendre dire ah le gars, bah oui mais bon il est rentré 20 secondes donc c'était pas facile, donc c'est compliqué, donc autant qu'il parte. Non mais l'issue est belle malgré tout parce que je craignais vraiment le pire le concernant, sachant qu'il revenait dans aucune discussion. On savait très bien qu'on n'allait pas continuer l'aventure avec nous. De toute façon il y a des signes qui ne trompent pas. Ce qui n'était pas rassurant effectivement c'était sa campagne durant les Jeux Olympiques où là bon il a été aussi victime de blessures mais malgré tout bon
Il a pas non plus eu la caisse de résonance qu'il avait eu l'été précédent. Ah, là où il s'était refait une santé, là cette année ça a été waouh. Ouais, c'était super compliqué et le voir trouver une autre opportunité à Dallas. Bon. L'équipe va taper, enfin fait une super campagne sans lui véritablement parce il a aucun impact sur l'équipe. C'est pas un bon signal pour lui. Et là, tant mieux, il a réussi et son agent a bien taffé, il a réussi à trouver une porte de sortie, donc tant mieux. C'est peut-être la dernière chance, faut qu'il la saisisse, mais voilà, on lui souhaite de réussir. Et... Si l'agent de Kevin Knox nous écoute, écoutez, mec. Il se met en relation avec l'agent de Franck. Voilà, qui se met en relation, qui voit pour avoir des petits conseils. Je sais qu'à OKC, à Memphis, ils ont besoin de joueurs, voilà. Alors, Orlando, les gars. Maintenant qu'on a fait le tour là, donc globalement pour resituer un peu le contexte, donc au moment où on enregistre, on est à peu près à 5 semaines là du début de la saison régulière qui débute donc le 20 octobre au Garden face aux Celtics. Ça va être bon tout ça. On a bien évidemment juste avant des matchs de pré-saison qui s'étalent entre le 5 et le 15 octobre. Donc là les gars, l'activité reprend. Et moi, maintenant qu'on a fait le tour un peu de cet été, de la free agency, de notre effectif, je voulais un petit peu avoir vos attentes. On a parlé brièvement, donc on est tous unanimes là-dessus, c'est que si les Knicks refont pas les playoffs, ça reste une déception. Oui. Ils ont raté. Oui, pas forcément. Tu sors de playoffs et tu te renforces. Si tu fais pas les playoffs, c'est une déception. Ouais. Et puis attention, on a oublié de le dire, mais ok, on revient sur une saison à 82 matchs, donc on aura plus de matchs. Oui. On aura. Si on l'a dit. Ouais. On l'a dit. Ouais, mais redisons. Il y a un truc qu'on n'a pas dit. Et je vais le dire. Restez bien. On va retrouver les Knicks sur le match de Noël. Ça faisait un petit moment aussi, dites donc. Je sais plus contre qui on reçoit, mais c'est pas grave. Contre mes nouveaux ennemis, je crois que c'est contre le Pigeon. Oui, catcheur. Contre Atlanta, tout à fait. Ouais, je voulais pas en parler, mais bon, ok, vous voulez en parler. Non, attendez, il y a un truc. C'est qu'il y a encore le retour du play-in tournament. Donc, pour faire les playoffs, faut être dans les 10 premiers. Après, voilà. Après, si on peut ne pas faire le play-in, c'est bien aussi. Si on peut être qualifié direct, c'est pas mal. Mais voilà, en tout cas, l'opportunité d'être en play-off est un peu plus importante. On a renforcé l'équipe. Souhaitons de la santé. Parce que voilà, ça serait dommage que l'année dernière, on a été relativement épargné par des grosses blessures, mis à part Mitchell Robinson qui s'en est pris 2, mais pas de joueur majeur, ouais, c'est ça. Et ça n'a pas déstabilisé l'effectif quand il y a eu quelques blessures ou quelques protocoles Covid. Donc espérons que cette année, on puisse avoir une saison pleine et du kiff encore. Du kiff, parce que l'année dernière, on a kiffé, donc là, on a encore envie de kiffer, quoi. Ouais, non, moi je disais franchement très, très clairement, oui, j'attends du kiff, j'attends aussi plus de victoires. Donc on était sur 41 victoires sur une saison de 60 de 72 matchs. Alors, je vais pas espérer 10 victoires de plus, tu vois, mais si une nouvelle fois on confirme aux alentours des 42-43 victoires, je serais super content. Qu'on décroche le spot 7, moi je signe. D'accord, pour toi le minimum c'est le 7. Le 7 c'est play-in. Ouais, c'est play-in, mais bon, tu t'évites. À 2 chances, quoi. Le spot 6 me paraît justo, vraiment. Non. Pas de petits bras. Non, pour moi, c'est 6 minimum. Moi aussi, je vise le 6, je vais pas te mentir, je vise le 6, perso. Faut pas avoir de complexe d'infériorité par rapport à d'autres équipes. Tu vas voir, dans 2 podcasts, on sera sur le podium. Donc, on sera content, ou alors on fera une 10e place. En fait, ce qui me fait un peu réfléchir sur le sujet, c'est que effectivement l'année dernière, on était dans un esprit commando où on a pris vraiment toutes les équipes à la gorge. On a souffert aussi un petit peu du Covid, avec des passages à vide. On s'en souvient de Derrick Rose notamment. Il y a eu Mitchell qui nous a lâché aussi. Bref, on a eu comme de nombreuses équipes quelques soucis de santé, mais après on était vraiment dans un run où on avait pris pas mal d'avance. On a pu aborder le virage du All-Star Break en étant ultra bien positionné, et après le rush final, il n'y avait pas beaucoup de matchs et on s'en est sorti pas trop mal. Mais tu vois, reproduire ce type de saison avec 10 matchs supplémentaires dans le calendrier, tu vois, ma réserve elle vient de là. C'est les autres équipes qui doivent avoir peur de nous, c'est pas nous qui devons avoir peur des autres équipes. Voilà. Soyons conquérants. On a quand même moi je pense qu'on a step up l'équipe. Oui. Au niveau du recrutement, et comme je disais tout à l'heure, on a 2-5 qui moi les 2-5 qu'on a, pour moi ils sont cohérents, ils ont de la gueule. On a une année de plus pour Barrett, une année de plus pour IQ, Topin à voir. Mais du coup voilà, tu vois, t'as quand même des joueurs
une année de plus pour Randle aussi. C'est pas la totale révolution, il y a une continuité, Oui. il y a des acquis, à voir comment on intègre les nouveaux joueurs, à voir comment tout ça se rééquilibre. Au début, peut-être qu'il y aura un peu de flottement, mais on aura l'occasion d'en parler. Le calendrier au début sera peut-être assez propice, donc pour se mettre en jambe, ça sera peut-être pas mal. La saison est plus longue, donc ouais, si on lâche quelques matchs au début, c'est pas aussi rédhibitoire que l'année dernière. Donc à voir, mais non, on a le droit d'aspirer à une belle saison. Et on n'a qu'un seul pari, en vérité, c'est un gros pari, c'est Walker, parce que Fournier, il est en forme. Après, c'est la santé. Après, c'est une question de santé, mais ça, c'est valable pour toutes les équipes, toutes les saisons. C'est pas un pari. Sur le papier, voilà, c'est pas un pari. Et les autres joueurs, on les a vus, donc on sait ce qu'ils ont apporté l'année dernière. On peut légitimement attendre la même chose ou plus. Donc on a vraiment l'interrogation Walker, mais du coup, tout le reste, tu te dis, c'est cohérent. L'équipe se connaît. L'équipe a un an de Thibodeau. Ils vont pouvoir travailler ensemble, training camp. En général, Thibodeau, c'est après que ça se complique. C'est pas la deuxième. Sur la longueur, mais. C'est plus la troisième, quatrième. Mais bon, voilà. En général, la deuxième, c'est justement là où il est au top. Moi, je suis quand même confiant pour les playoffs. Et ouais, je vise la 6e place. 7e place, je serais pas déçu. Je la prends, mais un petit peu, tu vois. Ouais. Parce que tu te dis, pour moi, il y a 3-4 équipes qui sont au-dessus de nous sur le roster. Le reste, on est dans le wagon, on est bien. Et si ça fit sur une bonne lancée ou quoi que ce soit, s'il y a des joueurs qui sont en forme, ça va. Et je te dis encore une fois, je le répète, j'attends beaucoup de Barrett cette saison. Moi, je vois pas parler beaucoup de Barrett à droite, à gauche, et tant mieux. Je pense qu'on va l'inviter sur le prochain podcast. Il va falloir qu'on lui dise. Et il parle français, je crois. Il parle français, donc ça va nous faciliter les choses. Donc, bah, tu vois, oui, j'attends de Barrett, mais au vu des gens qu'on a signés autour, moi, c'est plus de Mitchell que j'attends vraiment une vraie plus-value, en fait. Mais je déplace mes attentes. Moi, je suis très déçu de Mitchell de la saison passée, même hors blessure. Je trouve qu'il n'avait pas dans le jeu et tout, il n'avait pas montré des choses. Voilà. Je pense qu'on en parlera sur le prochain. On verra sur les prochains épisodes. Moi, je pense que Mitchell est en danger parce qu'un gars comme Noël, qu'on n'attendait pas, qui a commencé difficilement parce que Mitchell et tout, Noël, franchement, il a été irréprochable par rapport à son niveau et par rapport à ce que t'attends du gars. C'est pas Joel Embiid, mais voilà. Alors que Robinson, t'en attendais beaucoup, et que il step up pas le gars, il montre rien, il a pas eu une saison entière et tout, mais lui, vraiment, et puis en plus, rappelle-toi, l'année dernière, il y a eu quelques déclarations sur lui, sur son éthique de travail qui était pas top, qui sont sortis, donc c'est des messages qui sont envoyés, donc le gars, il doit quand même montrer autre chose. Il y a un peu des bruits, il y a des trucs. Ça va être une saison charnière. Ouais, clairement. Pour rajouter un petit peu de suspicion autour de tout ça, on a vu beaucoup Julius Randle s'entraîner avec Miles Turner, le pivot des Pacers, l'actuel pivot des Pacers cet été. Bon, alors les gars, c'est des mecs de Dallas, c'est des Texans, donc voilà, on va dire qu'ok, ils s'apprécient parce que c'est des locaux. Enfin, c'est des voisins. Mais quand même, on les a beaucoup vus. Il y a des petites rumeurs et tout. Donc attention, Mitchell Robinson, est-ce qu'il y a du trade ou pas? Est-ce qu'il y a de la prolongation? À voir, ça va être quelque chose à scruter. Ah oui, puis on l'a souligné assez, le côté charnière, il est aussi niveau contractuel, donc. C'est ça. Donc à voir, mais ça va être intéressant. Et la saison dernière, c'était une agréable surprise de retrouver des Knicks compétitifs qui gagnent, qui espèrent des playoffs, mais on les espérait sans trop les espérer. Là maintenant, on a envie de les retrouver, on a envie de prolonger le plaisir. Et je pense qu'avec KNF, on va essayer de faire prolonger le plaisir, quoi. Eh ben, en tout cas, on l'espère. Mais en parlant de plaisir, moi, ça me donne une perche parce que on a eu quand même quelques contenus très sympas récemment sur YouTube, et je pense notamment à quelques vidéos, dont une qui nous fait la présentation des rookies. Donc les gars, si vous ne l'avez pas vu un peu la Summer League, et si vous voulez avoir quelques vidéos sur les profils des joueurs que nous attendons dans notre roster, allez-y les gars, sur notre chaîne de YouTube Knicks Nation France. Je pense qu'il y aura d'autres choses, d'autres surprises qui nous attendent. Je sais pas, Johanny, si tu veux un petit peu nous teaser sur l'histoire. Alors oui, en fait, on va lancer... Non, en fait, je vais rien raconter du tout, moi. Alors, il y a eu les vacances et tout, mais on a travaillé pendant les vacances et on va revenir assez fort, je pense. T'as levé de la pompe, t'as été à la salle, toi. Non, par contre, non, au niveau sport, j'ai rien fait, lamentable. Mais non, on a travaillé pas mal pour essayer de vous apporter des choses nouvelles, rafraîchissantes, enfin on l'espère du moins, qui vont vous faire plaisir, qui vont prolonger le kiff pendant la saison. Donc restez à l'écoute sur nos réseaux sociaux parce qu'on va, je pense, annoncer ça prochainement. Il y a encore un peu de travail, il y a toujours beaucoup de travail, mais on va essayer d'apporter quelque chose d'un peu nouveau par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc restez à l'écoute.
Ça sera voilà une autre façon de vivre l'amour et la passion des Knicks sur la saison. Puis il y a toujours des trucs à dire sur les Knicks, donc voilà. Donc on va essayer de se diversifier un petit peu. Il y a des gens qui nous ont demandé, oui, quand est-ce qu'on repart à New York et tout. Bon, là-dessus. Oui, aussi. aussi. On a tous envie d'y aller, surtout depuis la saison passée là. Bon, moi j'attends juste que Joe Biden il rouvre les frontières. Hein, il est relou. On va lui un WhatsApp. Il est sur le groupe, je crois, en plus, non? Je crois qu'il est sur le groupe WhatsApp. Il va falloir qu'on lui demande d'arrêter ses bêtises là. C'est bon, on a le pass, on a tout ce qu'il faut. Qu'on puisse revenir un petit peu au Garden. Non, on a envie d'y aller. Les gens demandent, les gens ont envie au niveau de la communauté, bien sûr. Au niveau des événements, tout ça, on a envie de reprendre aussi. Donc restez à l'écoute. On travaille un peu sur tout ça. Mais voilà, il y a quelque chose qui débarque. On a plutôt bien travaillé ces derniers temps et on espère vous apporter des choses de qualité pour vous faire passer une super saison encore avec nous, quoi. Voilà, donc c'est important de souligner le fait que oui, on est dépendant de certaines situations, mais par contre de réconforter la communauté sur le fait qu'effectivement on continue à travailler en coulisses. On a une belle saison qui nous attend. La saison dernière était difficile, on l'a assez souligné toute l'année pour tout ce qui était événements, adhésion et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, donc on y travaille en coulisses, on ne lâche pas et puis ayez confiance dès qu'on a la moindre opportunité et surtout dès qu'on aura toutes les confirmations que l'on veut, parce que nous cherchons avant tout à faire du qualitatif. Et on vous tiendra au courant sur tous nos médias, donc sur Twitter, vous êtes de plus en plus nombreux, sur Facebook qui nous a bien bercé tout l'été, qui nous a bien fait vivre tous les différents événements, sur Instagram aussi, on va reprendre les affaires courantes. Donc voilà, donc restez connectés sur notre site aussi et on vous tiendra au courant de toute l'actu KNF. Et puis là sur YouTube tu m'as bien épée là, Joanie, donc j'ai bien hâte aussi de voir ce que la suite, de voir ce que ça peut être, toutes ces petites surprises. C'est quoi toutes ces surprises là? J'aimerais bien en entendre parler là. Ah là là, vous êtes pas prêts. Moi je vous dis, vous êtes pas prêts. Non mais voilà, restez à l'écoute. Le podcast, voilà, on a attendu un petit peu pour le refaire parce que voilà, on voulait digérer aussi l'été. Le podcast est là, l'association est là, donc KNF c'est pas mort, bien au contraire, on revient encore plus fort que d'habitude. Donc comptez sur nous pour être là sur la saison et vibrer ensemble. Écoutez, messieurs, le petit mot de la fin, parce que mine de rien, comme je dis chez moi, il y a une vie après le repas. Donc les gars, les petits mots de la fin, Juju, pour démarrer. Écoute, hâte de retrouver la saison. Le front office a vraiment bien taffé. Les arrivées de Messi, Hakimi. Oh non, je me trompe là. Alors lui, j'en peux plus là. Bon. Non, mais ouais, voilà, on a une hype qui est revenue l'année dernière. On a envie de confirmer, franchement, cette année, c'est des signatures pas extrêmement bling bling, mais des bonnes signatures quand même. On a fait des belles choses à intersaison. Ça fait kiffer de supporter les Knicks depuis très longtemps, mais là, depuis 2 ans, on prend vraiment du plaisir et ça faisait quelques temps que ça nous était pas arrivé d'être fiers. Je sens pas le bordel dans l'équipe, je sens pas le bordel dans le front office. On dégage. Moi, franchement, tout ce que je vois, c'est serein. Tout ce qui sort, tout ce qu'on voit depuis 2 ans, c'est de la sérénité et du coup, franchement, j'aborde la saison avec envie et gourmandise. Tu vois, t'as hâte de voir tout ça, de voir ce qui va se passer et tout. Il y aura des défaites, il y aura des couacs et tout, c'est normal, mais très impatient parce que tu te dis, enfin, on va peut-être pouvoir kiffer et c'est peut-être le début d'une aventure, voilà, intéressante. Et Joanie, pour toi? Clairement hâte d'être au mois d'octobre, hein. Avec toutes les surprises qui arrivent, avec la saison qui revient, on a envie de les voir jouer, les Knicks. Même si on a eu un bel été, si on a oublié de le dire, mais quand même une belle campagne olympique de l'équipe de France, avec en leader Evan Fournier, joueur des Knicks. Voilà, on a envie de repasser aux choses sérieuses et tout. La Summer League, c'était mignon. Le training camp, ça arrive bientôt. Voilà, on a envie de retrouver les Knicks. L'équipe est belle, on sort d'une belle saison. Les playoffs, c'était trop court, on a envie d'en goûter un peu et vibrer et voilà et être fier de cette équipe, quoi. Donc clairement hâte d'y être. Et je rajouterais en plus du terme de sérénité qu'évoquait Julien tout à l'heure, c'est continuité avec un recrutement où nous avons des joueurs de caractère aussi qui peuvent fitter complètement avec l'atmosphère des Knicks et l'atmosphère du Garden particulièrement, qui sera plein dès le début de la saison. Ça aussi, tellement excité de voir une saison avec
avec un Garden en feu dès le premier match face à Boston. Une campagne excitée parce que j'aborde, en tout cas de mon point de vue, avec beaucoup d'ambition sur ce que peut nous procurer comme plaisir notre équipe. Et puis hâte aussi de reprendre les affaires courantes au niveau des différents médias, au niveau associatif aussi. Donc une saison qui sera portée sur l'excitation et sur la continuité concernant notre équipe. En tout cas, un grand merci. Hâte de vous retrouver pour notre prochain épisode, bien évidemment. On vous tient informé. Un grand merci, Juju, pour ta participation. Merci, les gars. Un grand merci, Joali. Merci à vous. Profitez bien, hâte que la saison démarre. Et puis, n'oubliez jamais, Knicks un jour, Knicks toujours. On est toujours ensemble. Allez, ciao, ciao. Ciao. I always will be a Knick, always will be a New Yorker. Thank you very much. Hope you're ready for the next episode. Hey.